Bonsoir, bienvenue sur Public Sénat, nous sommes vendredi, il est 18h. Dans l'actualité aujourd'hui, Barack Obama estime ne pas mériter le prix Nobel de la paix 2009. Les félicitations au président américain arrivent pourtant du monde entier après l'annonce de sa récompense ce matin par le comité norvégien. Pour le secrétaire général de l'ONU, il personnifie un nouvel esprit de dialogue. Émouvant et sincère réaction de la majorité après les explications de Frédéric Mitterrand hier soir sur TF1 à propos de la polémique autour de son livre. Néanmoins, l'affaire laissera des traces pour Benoît Hamon. Toutes les entreprises de plus de 1000 salariés doivent entamer immédiatement des négociations sur le stress. Le ministre du Travail, Xavier Darcos, souhaite faire un bilan en février 2010. Barack Obama succède donc à Al Gore, Shirin Ebadi ou encore Jimmy Carter. Le président américain est prix Nobel de la paix 2009. Le comité norvégien a voulu récompenser ses efforts extraordinaires en vue de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples. Le locataire de la Maison-Blanche a accueilli cette distinction avec humilité. Vous avez pu suivre sa réaction en direct sur Public Sénat. En voici un extrait. Je sais que tout au long de l'histoire, le prix Nobel de la paix n'a pas honoré seulement des accomplissements spécifiques, mais qu'il a également servi à donner une nouvelle dynamique à des causes existantes. Et voilà pourquoi je reçois ce prix comme un appel à l'action, un appel à ce que toutes les nations de la Terre s'unissent pour affronter ensemble les défis du XXIe siècle. Ces défis ne pourront être relevés par un leader politique ou par une nation seule. Et voilà pourquoi mon gouvernement cherche à ouvrir une nouvelle ère où l'ensemble des nations portent la responsabilité d'établir la paix. Un monde où la terreur d'un holocauste nucléaire aura disparu. Barack Obama qui est sorti de l'anonymat en 2004 à la faveur d'un discours lors de la convention démocrate. Depuis, son ascension a été extraordinaire. Elle a conduit jusqu'aux portes de la Maison-Blanche. Retour sur son parcours avec Stéphane Delfour. À 48 ans, premier noir élu président des États-Unis, Barack Obama décroche aujourd'hui l'un des prix les plus prestigieux de la planète. Ses déclarations le mois dernier à la tribune de l'ONU en faveur d'un monde débarrassé des armes nucléaires a pesé dans la balance. En fonction depuis seulement 9 mois, le président américain s'est beaucoup efforcé de renouer les relations devenues tendues entre l'Amérique et le monde musulman après le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. Mais ce prix Nobel vient aussi rappeler que l'Amérique est encore engagée en Irak et que le président américain, nouvellement nobelisé, doit décider dans les prochaines semaines s'il envoie de nouvelles troupes en Afghanistan, comme le lui demandent les militaires. Barack Obama est le troisième responsable démocrate à recevoir le prix Nobel en quelques années, après Jimmy Carter en 2002 et Al Gore en 2007. Il est aussi le premier président en exercice à être distingué depuis le président Wilson en 1919. Barack Obama recevra son prix le 10 décembre à Oslo. Et depuis l'annonce de cette récompense attribuée au président américain, les réactions affluent à travers le monde. En Afghanistan, le président Hamid Karzai se félicite, tandis que les talibans, eux, condamnent. Nicolas Sarkozy salue les efforts extraordinaires de Barack Obama pour la paix. Pour l'ancien lauréat Mikhail Gorbatchev, il a contribué à changer l'atmosphère dans le monde. Tour d'horizon des réactions politiques françaises avec Thomas Raguet. C'est Bernard Kouchner qui livre la première réaction officielle française ce midi. Je ne peux que le féliciter. Nous sommes réjouis par cette nouvelle. Il aura approuvé encore plus maintenant. Bon. Celle du président de la République ne tardera pas non plus par voie de communiqué. Je suis convaincu que chacun, partout dans le monde, y puisera une volonté encore plus forte de coopérer avec vous-même et avec l'Amérique pour atteindre ses objectifs communs. À gauche, les félicitations affluent. Cette récompense est pour beaucoup méritée. Je pense qu'il symbolise un nouvel espoir pour le monde, un nouveau visage de l'Amérique, mais surtout c'est un homme qui a une vision universaliste des droits de l'homme, de la politique. Et il a été salué par le jury du Nobel
parce qu'il s'était engagé fortement à l'ONU pour un monde dénucléarisé. C'est l'idée et la pratique d'en finir avec le bouclier antimissile qui était dirigé en fin de compte contre la Russie. C'est le dialogue avec la Chine, c'est l'aide aux pays du Sud. C'est un certain nombre de gestes qui sont une rupture par rapport à une période de tension latente menée par les États-Unis. Seul le Parti communiste a fait part de son étonnement, soulignant que malgré les engagements d'Obama, rien n'est encore intervenu. Quant à certaines personnalités de l'UMP comme Dominique Paillet ou Axel Poniatowski, elles estiment que Nicolas Sarkozy aurait pu très bien prétendre au Nobel de la paix. Voilà, édition spéciale, on y revient dans un instant sur cette attribution du prix Nobel de la paix à Barack Obama avec nos invités. L'autre actualité du jour, c'est l'embarras de la classe politique française après l'intervention de Frédéric Mitterrand hier soir dans le journal de 20h de TF1. Le ministre de la Culture est, vous le savez, au cœur d'une tempête depuis le début de la semaine. Tempête déclenchée par Marine Le Pen du Front National à propos d'un livre, La mauvaise vie, publié en 2005 et dans lequel Frédéric Mitterrand confesse avoir eu des relations tarifées avec des garçons en Thaïlande. Hier soir, il a condamné le tourisme sexuel et la pédophilie. La majorité l'a trouvé sincère et émouvant. D'autres, comme le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, estiment que cette affaire va laisser des traces. Fabrice Cunet. Une erreur, sans doute. Un crime, non. Une faute, même pas. C'est la première fois qu'un ministre intervient au journal de 20h pour se défendre de telles accusations. Tourisme sexuel, pédophilie. Face à l'ampleur de l'attaque, Frédéric Mitterrand se montre catégorique. Je condamne absolument le tourisme sexuel qui est une honte. Je condamne la pédophilie à laquelle je n'ai jamais participé d'aucune manière. Et toutes les personnes qui m'accusent de ce genre de choses devraient avoir honte. Au lendemain de cette intervention, Marine Le Pen persiste et signe sur le site du Front National. Benoît Hamon, lui, est plus ambigu. Dont acte, il s'explique, mais jusqu'ici, reconnaissons que Frédéric Mitterrand, c'est un parangon d'ambiguïté. Donc l'affaire Mitterrand, pour vous, Benoît Hamon, est terminée? Ah non, elle laissera des traces. Cet après-midi, Frédéric Mitterrand et Nicolas Sarkozy se sont longuement entretenus. Le président a officiellement toujours soutenu son ministre. Si la page de cette polémique semble se tourner aujourd'hui, l'impact sur son image et sa fonction de ministre de la Culture est encore à mesurer. Les entreprises de plus de 1000 salariés doivent engager des négociations sur le stress au travail avant février 2010. Déclaration de Xavier Darcos aujourd'hui. Le ministre du Travail n'exclut pas des sanctions passées cette date. Sous la pression de l'opinion publique, il privilégie la transparence. Nous demandons dans l'immédiat, tout de suite, à toutes les entreprises de plus de 1000 salariés d'ouvrir des négociations sur la question du stress au travail, de faire des propositions. Et nous leur demandons de faire ces négociations et de commencer à proposer des pistes, voire de réaliser un plan d'action avant le 1er février, date à laquelle nous ferons un bilan. En début de semaine, Éric Besson avait annoncé le renvoi dans leur pays des Afghans de Calais par charter. Depuis, aucun avion n'a décollé. Et pour cause, d'après la CIMAD, 130 immigrants sur les 138 arrêtés ont été relâchés. 7 autres ont vu leur expulsion suspendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, beaucoup de bruit pour rien. Carole Pujol. Le président de la République a été très clair sur le sujet la semaine dernière à la télévision. Il a dit textuellement « Je vous annonce qu'il y aura des vols groupés, des reconduites forcées à la frontière avec les Britanniques sur ce sujet. » Mais ce charter ne partira pas. La Cour européenne des droits de l'homme, saisie en urgence, a suspendu la demande de l'État français cette semaine. 7 Afghans délogés de la jungle de Calais étaient concernés par cette reconduite à la frontière. Ils resteront en France. Côté association, c'est le soulagement. On espère évidemment que ça pourra faire jurisprudence. Pour nous, c'est tout à fait dans la logique de notre action, de notre discours depuis le début de cette opération de Calais, où on mentionne que le retour en Afghanistan n'est pas une solution et que ce qu'il faut arriver à proposer, c'est une forme de protection. Une protection et le respect des droits de l'homme aussi pour ces migrants venus majoritairement de pays en guerre. Reste qu'au-delà du problème humain, un problème politique continue de se poser. Depuis 2002 et la fermeture de Sangatte, aucune vraie solution n'a été trouvée, ni en France, ni dans les autres pays de l'Union européenne concernés. Voilà, retour sur l'actualité du jour. Moins d'un an après son accession à la Maison-Blanche, Barack Obama est donc décoré du prix Nobel de la paix. De nombreux invités pour en parler. Et tout de suite, nous sommes au téléphone avec Elie Wiesel, prix Nobel 1986. Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne en direct avec nous. En tant qu'écrivain américain, est-ce que vous êtes fier que le président des États-Unis ait été choisi pour cette récompense? Mais bien sûr, je le connais bien. Et puis c'est quelqu'un qui a fait déjà dans l'histoire des choses incroyables. D'abord, d'être président, le premier président noir de l'Amérique, c'est quelque chose. Ça veut dire il a permis aux Américains de corriger certaines injustices terribles, raciales, de leur histoire. Et ce n'est pas prématuré pour vous, comme l'ont dit certains analystes? Mais tout est possible chez les prix Nobel là-bas. Il y a des prix Nobel que j'ai jamais compris. Par exemple? Par exemple, Arafat, qui ne méritait pas ce prix. Moi, j'étais prêt même à rendre le mien, mais on peut pas. C'est le seul prix au monde qu'on peut pas rendre. Si, Monsieur Kissinger l'a rendu, lui, 2 ans après l'avoir reçu. Non, il n'a pas rendu. Il a offert. Ah. Et on a fait comprendre que ce prix-là, on peut pas le reprendre ni le rendre. Là, en l'occurrence, cette année, vous êtes content du choix du comité Nobel? Oui, je pense parce que c'est symbolique, bien sûr. Mais c'est pas seulement cela. N'oublions pas que le lauréat du prix Nobel est défini non pas par ce qu'il a fait pour avoir ce prix, mais pour ce qu'il fait avec le prix. Donc maintenant, espérons qu'il fera avec le prix des choses qu'il n'aurait pas pu faire, ou qu'il aurait fait autrement avant. Ça va lui donner un pouvoir supplémentaire, d'après vous? Je pense un pouvoir moral. Sur le plan moral, ça va l'encourager? Absolument. Il peut pas. Dans ce moment-là, il ne pourra pas s'en libérer. Donc il y a certaines choses qu'il fera, simplement en pensant aussi que maintenant, en tant que prix Nobel, il y a des choses que je dois faire ou que je ne dois pas faire. Donc une responsabilité supplémentaire sur ses épaules, en tout cas. Absolument. Merci beaucoup, Elie Wiesel. Merci d'avoir réagi en direct avec nous dans ce 18h sur ce plateau pour parler du prix Nobel de la paix 2009. Philippe Golub, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à Paris 7. Paris 8, pardon, il m'en manquait un. En face de vous, Stu Hogan, vous êtes le président des Républicains ici en France. Ted Stenger, qu'on ne présente plus, journaliste écrivain américain. Et puis Swer Belhassen, vous êtes la présidente de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Alors, à tous, c'est une surprise. Vous avez été surpris ce matin en apprenant tout. Je sais, je vous donne la parole. Moi, je regardais pas la télé car je m'attendais pas à quelque chose comme ça. C'est vous qui m'avez dit. Tout ce que je peux dire, que je trouve que c'est si j'ai bien compris que M. Obama a dit qu'il ne méritait pas, je pense qu'il a bien raison, qu'il ne mérite pas un cœur. J'espère bien qu'un jour qu'il méritera bien ce prix, mais je trouve pour l'instant c'est vraiment une dévaluation complète du prix Nobel et c'est un effort par la communauté globale d'influencer la politique interne des États-Unis. Et je pense que ça va mal jouer aux États-Unis. Ted Stenger? C'est possible que le Parti républicain a déjà été un peu caustique sur l'attribution de ce prix. Je parle de Stu Hogan, pas Parti républicain. Hein. Je me rends compte. Et quand j'ai réfléchi, j'ai quand même pensé que c'est pas une mauvaise chose parce que j'étais un peu au début dans l'optique des Français. Un prix, c'est quelque chose qu'on a mérité. On vient de faire un roman, on vient de faire ceci, on vient de faire signer le pacte de paix entre un tel et un autre. On a accompli quelque chose. Mais là, par contre, c'est Barack Obama qui a donné, comme par exemple un capitaine de grand vaisseau, un coup de barre. Il a changé de cap. Et quand on change de cap, on ne voit pas tout de suite le résultat. Avec Willy Brandt, par exemple, qui a eu le prix Nobel en 71 pour l'Ostpolitik, eh bien, l'Ostpolitik avait fait très peu de choses. Mais ça a eu un résultat des années après, avec la chute du mur de Berlin, par exemple. Et je pense que c'est dans le même contexte qu'on a donné ce prix à Barack Obama. Il aura certainement des problèmes parce qu'il y a une Amérique qui est méfiante des prix internationaux. On n'aime pas très souvent le reste du monde avec leur jugement sur nous et sur notre politique. On va revenir sur le coup de bâton. Swer Belhassen, vous auriez préféré un autre lauréat? J'aurais souhaité effectivement un autre lauréat, en tous les cas un défenseur, quand on sait que les défenseurs en Russie, par exemple, sont assassinés et qu'il y a aujourd'hui en Colombie également des gens assassinés. Ça aurait pu avoir un sens beaucoup plus important si c'était un défenseur des droits de l'homme qui recevait le prix Nobel de la paix. Cela dit, il faut reconnaître que Obama, c'est un peu court depuis janvier, c'est 9 mois, mais c'est un temps de gestation où il a annoncé quand même sur la politique, c'est d'abord
si on devait primer un processus, ce serait celui de la rupture avec Bush, surtout avec l'ère Bush. Ça méritait un prix Nobel? Ça ne méritait pas un prix Nobel, mais les attentes, ce qu'il y a, c'est que il va y avoir une pression importante après les promesses. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le passage à l'acte. Des actes. Et réellement, au niveau des actes, les attentes vont être beaucoup plus aggravées en quelque sorte avec le prix Nobel. Parce qu'aujourd'hui, Obama ne peut pas se permettre de répondre aux attentes, que ce soit aux attentes sur le sommet du climat, sur Israël-Palestine ou sur l'Afghanistan. Donc ce sont des dossiers qui, pour nous, sont très sérieux et un prix Nobel de la paix aurait pu primer un processus. Ce qui est quand même, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'était donner le prix Nobel à Obama, c'est vraiment pas coûteux, parce que donner un prix Nobel à une Iranienne comme Shirin Ebadi, c'était faire acte politique pour le prix Nobel. Philippe Golub, prématuré mais mérité? Je pense que le problème ne se pose pas vraiment dans ces termes-là. C'est un choix politique. Le prix Nobel de la paix est un prix éminemment politique. Le choix du comité Nobel, me semble-t-il, doit être interprété comme un choix très pensé pour essayer de consolider, de rehausser, de consolider essentiellement la transformation de la politique étrangère américaine. Vous savez, les États-Unis jouent encore aujourd'hui un rôle prépondérant dans les relations internationales. C'est le pays le plus puissant au monde. Ils sont en guerre en Irak, en Afghanistan. De leur action ou non-action dépend en partie importante de l'avenir du monde. Et donc, le président Obama, dans ses tentatives initiales de redéfinition de la politique étrangère américaine, qui était en état de champ de ruines, à son arrivée à la Maison Blanche, il faut bien le voir, n'est-ce pas, un champ de ruines, avec des tensions extraordinaires et aggravées dans les relations entre les États-Unis et le monde arabo-islamique, entre les États-Unis et la Russie, avec des conflits potentiels entre les commerciaux et autres entre les États-Unis et la Chine. Bon, tout ça, sur toute une série de dossiers, Obama a commencé à dessiner les contours, à redéfinir les contours d'une politique. Et c'est ça et qui le comité Nobel, me semble-t-il, veut consolider, cherche par ce message à consolider une tendance générale et imprimer aux quelques années à venir une nouvelle dynamique aux relations internationales. Parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui qui peut-être ne se reproduira pas à l'avenir. Décision politique, dites-vous, et pour réagir, nous sommes en ligne avec un homme politique, Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour. Ancien Premier ministre, sénateur de la Vienne et président du groupe d'amitié France-États-Unis. Est-ce que vous vous félicitez de ce choix du comité Nobel ? Ben écoutez, je constate que c'est un changement de ligne politique du Nobel. Au fond, ce n'est plus une reconnaissance, c'est un investissement. Donc, je n'ai pas à juger ce changement de ligne, mais je pense que c'est utile d'avoir une sorte de pression sur le président Obama pour l'avenir, pour l'action qu'il doit engager. Et au fond, c'est une bonne nouvelle, c'est une autre approche, c'est de responsabiliser l'un des leaders les plus influents dans le monde sur sa mission désormais qui est à la hauteur de ce prix, de cette orientation. Donc c'est un investissement pour la paix, donc je souhaite qu'il soit efficace. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je ne crois pas à cette démarche parce que nous en verrons les résultats. J'imagine que ça va mettre une pression assez forte sur les épaules du président Obama et que c'est peut-être une bonne chose pour l'équilibre du monde. Au fond, la paix devient pour lui un élément majeur de son identité politique et il avait déjà dans ses déclarations montré des orientations positives. Maintenant, nous attendons les passages à l'acte sur un certain nombre de sujets de cette nature et donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Investissement plutôt que récompense, dit Jean-Pierre Raffarin. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été en ligne avec nous. Vous êtes d'accord, sur cette analyse ? D'accord, mais pas du tout. Je ne supporte pas du tout le base de ce concept, c'est-à-dire que le Parti républicain a dit il va pas avoir un prix, ça c'est sûr, pour avoir créé des emplois aux États-Unis. Je ne parle pas pour le Parti républicain. J'ai pas un mot officiel du parti. Ce que je dirais, c'est que je trouve que c'est devenu vraiment bizarre et que c'est quelque chose qui va être rejeté aux États-Unis, que le communauté globale pense avoir la possibilité d'influencer la politique interne des États-Unis. Ça va poser beaucoup de problèmes pour Barack Obama. Je pense que ce prix ne va pas faciliter
C'est un cadeau empoisonné sur le plan intérieur? Si jamais Barack Obama arrive à avoir un deuxième mandat, c'est utile pour la communauté internationale déjà d'avoir fait cette impression ou cet investissement, comme dit Jean-Pierre Raffarin, pour lui pousser pendant un deuxième mandat, parce qu'il n'a pas droit à un troisième, pour le pousser à faire quelque chose. Alors, je ne partage pas votre optimisme parce que c'est pas possible. Il faut se faire réélire et essayer de faire la paix entre Israël et les Palestiniens, c'est hautement dangereux. Et il y a un lobby pro-Israël aux États-Unis qui veille à l'œuvre et qui n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Mais pendant un deuxième mandat, un président pourrait, en principe, avoir plus de liberté à faire ce qu'il veut, en quelque sorte sauvegarder sa place dans l'histoire. Et donc, pour que les gens ne disent pas ou ne disent plus que c'était pas mérité ce prix, je pense que ça pourrait pousser Barack Obama à œuvrer assez dur. Je n'accepte pas le principe que la communauté globale devrait mettre pression sur notre président et qu'il devrait répondre à cette pression. Philippe Gollub, pourtant, en ce moment où on était plutôt critique dans l'opinion internationale sur la politique extérieure de Barack Obama au Moyen-Orient, ça n'avance pas du tout. Deux guerres en Irak, en Afghanistan, c'est un peu surprenant cette décision quand même. Je pense que la décision est une décision performative, c'est un investissement, comme l'a dit c'est la première fois que ça arrive Raffarin. comme ça, cette décision d'investissement? Je ne pense pas particulièrement choquant cette décision. Pas plus. Regardez les décisions du Nobel dans le passé, la décision d'attribuer à Henry Kissinger le prix Nobel en 1974. Pour ce qui me concerne personnellement, était totalement déplacé. Après tout, c'est lui qui a étendu la guerre du Vietnam au Cambodge, les bombardements massifs, etc. Mais bon, bref, mes sentiments à part et les sentiments des uns et des autres n'ont pas grande importance. Ce qui compte ici, c'est l'analyse des potentialités de la situation. Barack Obama, comme tout président américain, fait face, comme tout président américain qui aurait été élu, fait face à des choix décisifs. Aujourd'hui, l'Afghanistan, la poursuite de la désescalade en Irak, l'avenir des relations, comme je l'ai dit, avec la Russie, l'évolution d'une nouvelle architecture internationale. Et la dénucléarisation du monde, c'est surtout ça son combat et ce qui a été salué. Et la dénucléarisation, ce sont des enjeux absolument fondamentaux. Ce que le comité Nobel semble vouloir faire, c'est du moins l'interprétation dominante qui en ressort, c'est de, comme je l'ai dit précédemment, de consolider, de pousser, d'enraciner ces transformations, et éventuellement pour assurer que qu'à l'avenir, elles deviennent réalité. C'est là l'objectif. La paix n'est jamais assurée. Pour créer les conditions éventuelles d'une configuration internationale plus stable et plus pacifique, il faut effectivement que les grands acteurs, et en particulier le plus grand acteur de tous les acteurs, les États-Unis, soient en position de le faire. Quant à l'intervention dans les affaires intérieures américaines, ça c'est une ritournelle isolationniste des républicains aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Elle n'a pas grande importance. Regardez-moi comment ça se passe aux États-Unis. Ça va. That's not going to go down well in the US. Ça passerait pas bien aux États-Unis. Malgré tout, Souhair Belhassen, vous, en tant que ONG, fédération d'ONG, vous pensez que vous allez pouvoir faire pression sur Barack Obama pour défendre les droits de l'homme, pour défendre la paix dans le monde? Écoutez, faire pression sur Barack Obama, ce serait nous donner plus de pouvoir qu'on en a. Par ce prix, mais le prix, effectivement, est une manière de faire du lobbying. Nous sommes 20 ans après la chute du mur de Berlin. Les reculs sont évidents. C'est vrai que le sens politique du prix, c'est un investissement. C'est aussi faire de la politique de donner un prix à Barack Obama comme le Nobel. C'est vrai que c'est décevant pour les défenseurs, mais ça fait une espèce de pression sur Barack Obama d'être à la hauteur de ce prix Nobel. Parce que le prix Nobel, il faut quand même, ça se mérite. C'est un investissement, c'est avant qu'il ne le mérite. Vous n'avez pas plus de confiance que nous qu'il va délivrer ce qu'il a promis, c'est ça? Pour le moment, il n'a dit que des paroles. Ce sont maintenant, on attend les actes. Exact. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus réagir en direct et à chaud sur ce prix Nobel 2009, prix Nobel de la paix. C'est en tout cas une information qui va peut-être aider Frédéric Mitterrand à mettre fin à la polémique dont il est l'objet. Hier soir, le ministre de la Culture a tenté de désamorcer la crise en venant s'exprimer dans le journal de TF1. On écoute tout de suite un extrait. Tourisme sexuel. Merci. En aucun cas,
même si un des chapitres est précisément une traversée de cet enfer, avec la fascination de choses en même temps que je vous parle. Je pense à mon honneur, je pense à ma famille, je pense à mes enfants, je pense à ma mère. Je voudrais pas faire de plaidoyer pro domo comme ça, mais je pense à tout cela. Donc forcément, je suis ému parce que ce sont des choses qui sont importantes. Je suis en train de défendre d'une certaine manière mon honneur. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Vous êtes politologue, président de la société CAP. Comme toutes les semaines, vous venez décrypter cette image qui a vraiment marqué la semaine. Beaucoup d'émotions, on l'a vu dans ce dernier extrait qu'on vient de voir, lors de l'intervention de Frédéric Mitterrand hier soir au journal de TF1. Arnaud Montebourg, lui, parle d'explications laborieuses et narcissiques. Est-ce que vous trouvez qu'il s'est bien défendu ? En tout cas, les Français se seront centrés sur une seule chose, car il ne s'agit pas du Frédéric Mitterrand que l'on connaît, qui dans des émissions, dans des livres, son livre de confession manie l'émotion. Les Français se seront centrés sur l'extrait que vous avez passé tout à l'heure. Il s'agit d'un ministre, savoir s'il y avait délit. Très précisément, savoir si il y avait tourisme sexuel, s'il y avait pédophilie. Et là, Frédéric Mitterrand a voulu être très ferme, sinon ne se justifiait pas son maintien au sein du gouvernement. Alors les Français réagissent comment? Ils sont sous tension sur ce dossier. La tradition républicaine, c'est qu'on n'a pas à juger de la vie privée des hommes politiques, que seule leur action publique compte. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas un pays protestant. Par contre, très certainement, avec la crise économique, les Français sont beaucoup plus rigoureux à l'égard des hommes politiques. Et on le voit, par exemple, prenons le Parti socialiste. Les jeunes leaders socialistes ont été critiques à l'égard de Frédéric Mitterrand, là où les plus anciens se sont tus. Pourquoi? Parce que la gauche avait construit son identité autrefois sur le libéralisme culturel, mais les jeunes maintenant, les jeunes n'ont pas construit identitairement la gauche sur le libéralisme culturel en matière de pratiques sexuelles. Ils n'ont connu que la crise économique et donc ils sont beaucoup plus rigoureux. Mais c'est à droite que les dégâts vont être beaucoup plus importants. D'ailleurs, ils le sont. Vous voulez dire ? Dans l'électorat de droite, ils le sont dès maintenant. Le sondage CSA parisien montre une chute de 11 points parmi les sympathisants de droite contre une moyenne de 6 points. Alors pourquoi à droite ? Ça va faire remonter le Front National à l'origine de cette tempête ? Non, il n'est pas certain du tout. Il n'est pas certain du tout. Le problème n'est pas que ça soit le Front National qui ait levé le lièvre. Et d'abord, l'électorat du Front National n'est pas tant que ça sensible à ces questions-là. C'est plutôt l'électorat à droite de la droite, car l'électorat du Front National n'est pas si marqué que ça par le catholicisme. C'est plus un électorat populaire et laïque. C'est plutôt à droite de la droite qu'il y a problème, qu'il y a recul, parce qu'elle est marquée par la tradition, qui est la tradition du catholicisme. Et en outre, cette affaire Mitterrand vient à un moment où ça tangue au sein de la majorité. Il y a eu le procès Clearstream, il y a la sortie d'Alain Juppé sur la question de la taxe professionnelle. Bref, ça grogne à droite. Voilà, ça grogne à droite et nonobstant le fond du dossier Mitterrand, certains vont pouvoir utiliser à bon compte le dossier Mitterrand pour envoyer des messages à Nicolas Sarkozy. Et donc quand Jean-François Copé dit que ça va laisser des traces, vous êtes d'accord? Ça veut dire en fait que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase quand la majorité a du mal à voir le cap et la cohérence du président, et qu'une ouverture qui au départ était conçue pour semer le trouble à gauche et dans l'opposition revient en boomerang seulement parce que c'est un élément parmi d'autres de la difficulté d'électorat de droite de voir les lignes et les cohérences. Le président a voulu brouiller les lignes pour en être toujours le maître, mais il faut qu'il construise une cohérence et un propos. Donc ce choix people de Frédéric Mitterrand un petit peu, on a parlé de pipolisation du casting gouvernemental, ça porte préjudice? Le choix de l'ouverture est un choix intelligent quand c'est un outil au service d'un propos. L'électorat de droite, comme il peine à voir le propos, va sans doute utiliser l'affaire Mitterrand pour en fait, c'est le coup de sac à l'âne, comme l'électorat de droite est très légitimiste, il va utiliser Frédéric Mitterrand qui vient de la société civile plus que de la gauche d'ailleurs, pour faire passer des messages de demande de cohérence au président. Merci beaucoup Stéphane Rosès. À la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Bibliothèque Médicis avec Jean-Pierre Elkabbach. Le thème Histoire de chambre. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct à 22h. Et pour commenter l'actualité de la semaine, mon invité est Marc Jolivet. Très bonne soirée sur Public Sénat.